C'est donc la deuxième édition de ce chat, cette émission, cette parlotte, je ne sais pas comment on appelle ça, cette causerie. Voilà, on a dit on cause. Ce soir, on cause. Donc on va dire la causerie du mois. Et en fait, je voulais discuter de, vous avez vu la thématique, ça, c'est, bon, pour une fin d'année, c'est pas super comme ça, à l'avenant, ça fait un peu écosocialisme ou barbarie, direct, une ambiance un peu pesante peut-être, mais heureusement, on va pas terminer sur une note complètement pesante, mais moi je voulais revenir en fait sur les enjeux autour de la crise climatique et de qu'est-ce que ça veut dire. En plus, dans l'actualité ces derniers jours, l'actualité notamment à Mayotte, et il y a quelques semaines, oh là là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui arrivent. Super, bonjour tout le monde, Macron, explosion, effectivement. Euh, du coup, je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, c'est un sujet là qui revient dans l'actualité avec la situation à Mayotte, on pourra en discuter, mais en fait, qui a été complètement évacué pendant plusieurs semaines, alors qu'il y avait des enjeux, il y avait des événements, et puis il y a une urgence permanente sur ce sujet-là. Donc ça m'a beaucoup interpellée ces dernières semaines, depuis plusieurs semaines, et le mettre en parallèle en fait, avec ce qui retient non seulement l'attention médiatique, mais au niveau gouvernemental, au niveau des États, là où les États, notamment les grandes puissances, mettent leur attention, leurs moyens, c'est-à-dire dans la course à la guerre. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris cette expression et ce titre, éco-socialisme ou barbarie, on va revenir. Alors attention, on va faire la première manipulation pour vous montrer une image. La première image, c'est, voilà, ça marche. Enfin, je crois que ça marche. Ah non, ça marche pas encore. Faut que je fasse transition. Ouais. Voilà, excusez-moi, en fait, je suis en train d'apprendre en direct comment faire marcher tout ça. Et donc là, la première image, elle arrive. Et que socialisme ou barbarie, en fait, c'est une référence à une brochure de Rosa Luxembourg, une révolutionnaire allemande du XXe siècle, qui est une grande inspiration sur plein de sujets. Et il se trouve qu'elle a écrit en 1900 et quelques, excusez-moi, j'ai pas revérifié la date exacte, il y a peut-être des gens dans le chat qui sont des spécialistes de Rosa Luxembourg qui vont donner la ref exacte de son... C'est une de nos modèles, exactement, Chelsea. Donc voilà, donc la référence, en fait, c'est une brochure qu'elle écrit. Elio, tu peux me dire ça? Tu peux regarder Rosa Luxembourg, euh, socialisme ou barbarie. Ça s'appelle Socialisme ou barbarie. Et en fait, c'est une critique de la social-démocratie à l'époque. Ça s'appelait la social-démocratie. Et en fait, voilà, c'était les réformistes, quoi, d'une certaine manière. Donc, elle développe toute une critique de la stratégie à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, elle parle, elle vit et elle milite dans ce qui est le modèle pour les révolutionnaires du monde entier. C'est l'Allemagne où il y a le plus fort mouvement ouvrier, en fait, en termes de parti politique, en termes de force syndicale. Donc c'est vraiment un point de vue ultra important, ultra intéressant. Et donc Rosa Luxembourg fait cette analyse-là et est très critique en fait de la stratégie menée. On ne va pas parler des plombes sur Rosa Luxembourg, à part le fait qu'elle mériterait une émission à elle toute seule. Elio, est-ce qu'il y a un problème? Ils ont peut-être le son qui est bas, peut-être monté. Ça va le son, les gens? Je vais devoir vous laisser. First Bleu, LFI ou rien, t'es déjà parti, First Bleu? First pli, je sais pas comment on le dit. Non, ils disent que le son est bon. Okay. Le son est très bien. Dans le chat qui... Ah, il y en a qui disent que ça va pas. Non, le son est un peu de gauche. Bah, j'espère qu'il est. Ah, bah, si Bifi trouve que le son est trop bas, on va l'augmenter. C'est celui-là, le desktop, que j'augmente? Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, si, il y en a qui disent que le son est trop faible. Ok, oui. Va spaciote. Pourquoi il est trop faible? Parce que là, il est au max, non? Mais oui, il est au max. Hein. Peut-être... Ah oui, parce que desktop n'était pas ouvert. C'était peut-être ça. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que comme ça c'est mieux? Bon son. Bah, il y en a qui entendent bien.
Mais moi, j'entends bien dans mon retour. Trop bas, faut se rapprocher du micro. Ah là, je vais le manger le micro si je... Un peu mieux, ouais, c'est parfait. Non, faut savoir. Écoutez les gens. Alors là, je le mets au maximum le desktop. Tout est ouvert là. Normalement, tout marche. Moi, c'est bon. Écoutez, Michel Tiron dit que c'est bon. Parce qu'on a oublié une partie du micro local. On a oublié quoi? Ce qui est autour de là et qui capte le son. C'est lequel? C'est le rond. Ah oui, mais ça, c'était pas... C'est pas... Ça aide à avoir un meilleur son. Ça aide à avoir un meilleur son. C'est un peu mieux en étant plus près. Ouais, bon écoutez les amis, voilà, il fallait qu'il y ait un truc qui manque. C'est ça, et on a avec les alertes sonores un peu fréquentes, autrement ça va, on vous entend. Bah oui, il y a les alertes sonores, mais comment on enlève les alertes sonores, Elio? Je suis sûre qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps les alertes sonores. Je suis d'accord. Ou on peut les rendre les silencier. Je suis au fond, j'entends. Mais il y en a qui entendent très bien. En fait, les alertes sonores, c'est le desktop audio, donc c'est ça qu'il faut couper. Ouais, mais du coup, ils vont plus m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Mais non, ça, tu vois, moi, je l'entends encore Tu vois. Ah ouais, putain, ça marche pas. Bon, allez, écoutez, on vous a fait peut-être une promesse de Gascon en vous disant que tout allait rouler parce que on a encore quelques petits réglages à faire avec Elio. Mais écoutez, c'est peut-être pas la bonne entrée audio qui est sélectionnée. Non mais en fait déjà en fait ça va pas être possible d'avoir les surtout tu l'entends toi, donc normalement t'es pas censé avoir de retour. Bah ouais. Mais là déjà il est bas. Si on fait là et que tu coupes le desktop audio. Il est coupé là en fait. Écoutez. Là normalement c'est... Bon, peut-être qu'on... Parfait. Ok, il faut désactiver les alertes de follow. En fait, moi je pense que oui, il faut... plus que les personnes qui follow nous voient. Ben non, en fait, que c'est juste les alertes, quoi. On n'a pas besoin de savoir toutes les secondes qui c'est qui nous suit, en fait. Ok. Tu ouvres ça. Attends. Où ça? Non. Là. Tu pousses. Pousse. Oh là, non, ça m'a rebidouillé comme il fallait pas. Sinon, tu vas juste dans fenêtre. Écoute, c'est pas grave, on refera ça pour la prochaine parce que sinon ça va prendre des plombs. Ouais. Écoutez, voilà, donc je vous ai fait la partie Rosa Luxembourg avec une référence. C'est vraiment une référence importante. Nickel. Ah ben voilà, le son était bien, camarade Bono. Oh, le chat relou. C'est Raider qui a dit ça. Ok, écoutez, là ça a l'air de marcher, mais c'est normal, on est à la deuxième seulement. Donc je vous ai parlé de Rosa Luxembourg. Tenez, je vous remets la photo parce qu'il y en a qui viennent d'arriver et qui... Ah non. Ah attendez, j'ai encore du mal en fait à... Je vous ai remis ma grosse tête, mais en fait je voulais mettre ma grosse tête avec celle de... où sont mes images? Ah, image caméra. Voilà, ma grosse tête avec celle de Rosa Luxembourg. Donc c'est une grande figure de l'histoire révolutionnaire mondiale et européenne et en Allemagne. Et il se trouve qu'elle fait partie de ces figures qui ont été assassinées au moment de la Révolution allemande, 1918-1923. Ça faisait partie aussi de ceux qui avaient refusé de voter les crédits de guerre, etc. Et donc voilà, elle se fait assassiner notamment avec un de ses camarades qui s'appelle Karl Liebknecht. Et sont trop bas. Mais non, encore. Il y a toujours que vos grosses têtes. Mais vas-y, Louis Pouzin, comment tu parles, toi? Ma grosse tête. C'est un troll, mais grave. Écoute, ouais, j'ai une grosse tête parce que j'ai plein de choses dans la tête. Voilà. Et plein de choses intelligentes et intéressantes. En tout cas, je vais vous les partager. Si vous êtes là, vous allez supporter tout ce qu'il y a dans ma grosse tête. Hein. Et donc voilà, je vous parlais de Rosa, la camarade Rosa. Et voilà, donc voilà, c'est un moment assez marquant de la révolution allemande, justement, en 1918-1923, parce qu'en fait, il y a là vraiment une grosse répression. Et c'est sur les cendres de cette révolution allemande que va se construire la République de Weimar, qui va donner ensuite... laisser la place, en fait, se faire aussi écraser
et au moment où les nazis vont être appelés au pouvoir, etc. Donc c'est vraiment ce moment de l'histoire européenne est aussi assez crucial, et tous les révolutionnaires qui ont joué un rôle dans cette histoire sont des grandes figures. Donc, tout ça pour dire, voilà, on va y passer la soirée si je parle des heures sur Rosa, mais on fera peut-être une émission spéciale sur Rosa et le Luxembourg et la Révolution allemande, peut-être en parlant aussi du bouquin que je n'ai pas encore lu de Chapoutot, qui fait un parallèle entre ce moment de l'histoire et l'histoire présente. Mais la ref, c'était juste dans le titre, parce que le titre du chat, enfin le sujet que je voulais discuter ce soir, c'était éco-socialisme ou barbarie. Donc, rajouter éco-socialisme ou barbarie. Parce que, je vous disais, ces dernières semaines, il y a eu des événements majeurs. Il y a toujours, notamment depuis plus d'un an, avec ce qui se passe en Palestine, le génocide, etc. On va y revenir, mais il y a un sujet d'actualité qui a peu fait l'actualité. C'était, pour ceux et celles qui ont suivi, c'était la COP 29 qui a eu lieu cette année au mois, alors je vérifie, la COP au mois de novembre, du 11 au 23 novembre, à Bakou, en Azerbaïdjan. Alors, je vous passe sur le fait de faire ça en Azerbaïdjan, parce que c'est un pays qui développe les énergies fossiles. C'est un pays qui, par ailleurs, dans le Haut-Karabakh, a ciblé les populations arméniennes et donc est accusé de commettre des crimes. Et donc, voilà, il n'y a rien qui va, en fait, dans le fait d'offrir avec la COP29, donc le sommet de l'ONU sur le climat, une forme de respectabilité à ce pays, en tout cas à son régime politique, puisque les populations ne sont pas comptables de ce que peuvent faire les dirigeants, et c'est pas un pays démocratique, en fait. C'est pas des dirigeants qui ont été élus dans un cadre où la peuple s'est exprimée. Donc bref, il y a ce cadre-là. Donc, et puis surtout, c'est le sujet, en fait, cette COP 29. Peut-être ceux et celles qui suivent en ont un peu entendu parler parce que vous êtes des militants et que voilà, vous suivez le sujet, mais en vérité, on en a vraiment très peu parlé. En même temps, il n'y aurait pas eu grand-chose à dire parce qu'en vérité, elle n'a pas donné grand-chose. Pour vous dire un peu... Alors attendez, je vais... Ah, voilà, je reviens sur l'image numéro 2, normalement. C'est celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, excusez-moi, j'ai pas la bonne image. Je voulais... Alors j'ai un problème parce que du coup... Ah non, j'ai à nouveau un problème d'élargissement de mon mode studio. J'ai encore du mal à... Alors, on va essayer. Non, je vois plus rien. Je peux... Ben vas-y, essaye. Elio. J'ai encore quelques problèmes de manip. Ah, tu vois. Même toi, il marche pas. Non. Bon, on va le refaire là-haut. Alors, je voulais vous montrer une image de la COP. Mais, comment ça se fait qu'il n'y ait que 422, la chaîne... Oui, en fait, la chaîne vient de s'ouvrir. Bah, je vais en profiter pendant que j'essaie de faire la manif, de vous dire en même temps. Oui, en fait, c'est la deuxième fois que je fais une émission. La première était le mois dernier, figurez-vous. Et donc, voilà, je n'avais jamais jusqu'à présent fait d'émission sur cette chaîne. Et donc, d'où le fait qu'elle est, du coup... nouvelle, j'ai pas beaucoup de followers, mais l'idée c'est, ah voilà, donc j'y vois un peu mieux. Bon, j'ai toujours pas le chat sur le côté, c'est dommage parce que ce serait vraiment pratique de l'avoir comme ça. Bref, voilà. Et donc ce que je voulais faire, donc maintenant que elle est bien mise, je vais la rebasculer ici, et voilà. Alors ce que je voulais faire, c'était COP. Voilà, c'était celle-là. Et celle-là, on va fermer celle-là. On va fermer celle-là. Voilà, COP 29. La COP 29, vous savez rien, je sais pas pourquoi en fait j'ai voulu mettre ce visuel-là, parce que c'était... c'est quoi? Parce que là, en fait, ils voient pas. Ah oui, il faut faire la transition. Oula.
peut faire la transition. Vous voyez pas ce que je vous ai préparé. En fait, j'aurais pas dû mettre autant d'images. Voilà. Là, vous voyez, ça va arriver. Ça va arriver. Voilà, l'image de la COP29. Vraiment, vous assistez à mes premiers pas. Vous assistez à mes premiers pas sur Twitch. Enfin, les deuxièmes pas. Et donc, c'est encore un peu... Voilà. Donc, je vous disais, cette COP29, elle a lieu en Azerbaïdjan. Jusqu'au bout, en fait, il y a eu... En fait, déjà, il faut savoir, les COP, donc les sommets de l'ONU sur le climat, c'est des gros moments où il y a plein... Nous, on s'est retrouvés à la précédente qui avait lieu en Écosse. Non, c'était la combienième? Il y a 2 ou 3 ans, avec Manon Aubry, Emmanuel Bompard notamment, on s'est retrouvés en Écosse, donc à une des COP qui avait lieu en Écosse. Et en fait, c'est immense, il y a plein de stands, etc. Une des choses assez hallucinantes, c'est qu'il y a beaucoup de lobbyistes, et certains lobbyistes, donc des énergies fossiles, par ailleurs, sont plus nombreux que des délégations de plusieurs pays. Donc c'est pour vous dire un peu la pression qu'il y a dans ce cadre-là. Et puis il y a une salle où il y a les délégations des États, et avec des associations, des grandes ONG qui sont présentes, etc., qui vont négocier pour essayer de faire avancer les différents textes, quoi. Et donc dans cette COP-là, en fait, il y a eu une pression importante, notamment des ONG, plus de 300 qui ont appelé à ce qu'il y a un rapport de force qui se construise, parce que en fait, la COP, elle arrivait à rien. Ils ont fini par arracher quelques promesses, mais en vérité, voilà, c'était pas top, de telle sorte que plusieurs ONG ont dénoncé le montant dérisoire qui a été accordé pour financer le changement climatique ou l'adaptation au changement climatique dans les pays vulnérables. C'était 300 milliards par an qui ont été décidés. Il faut savoir aussi qu'il y a l'annonce qui est faite, et ensuite les États sont censés mettre l'argent. Et en fait, souvent, il y a un décalage entre les sommes qui sont annoncées et l'argent qui rentre voilà, dans les fonds destinés à tout ça. Donc vous avez par exemple le réseau Action Climat, qui considère que cette COP29 a été un échec total pour la justice climatique, les questions de genre et les droits humains. Greenpeace, qui dénonce la posture néocoloniale des gouvernements, qui ne veulent pas mettre à contribution les profits des compagnies pétrolières et gazières. Et il faut se dire quand même que tout ça a lieu à un moment, j'en arrive à donc la deuxième image que je voulais vous montrer. Ça, c'est Copernicus. Voilà. Donc vous allez voir, ça va arriver. En fait, c'est un des derniers rapports très récents, il y a quelques jours, je dirais même, donc Copernicus, c'est un observatoire européen sur le climat. Et c'était lundi 9 décembre, qui montre que 2024 va être l'année la première année au-dessus de 1,5 degré de réchauffement par rapport à la période industrielle. Donc on a dépassé, c'est l'année la plus chaude. Et les politiques actuelles, ils disent, les politiques actuelles des nations emmènent le monde vers un réchauffement de 3 degrés au cours du siècle, voire 2,6 si les promesses sont mieux tenues. C'est-à-dire que la COP21, c'est peut-être la référence que vous connaissez, avait dit, en fait, il ne faut pas dépasser les 1,5. Et en fait, on est déjà, si ils tiennent leurs promesses, on est déjà à 2 degrés. Donc en fait, à plus de 2 degrés. Donc en fait, je dis pas que c'est mort parce que on fait de la politique pour changer les choses, mais en fait là il va falloir, la vitesse, c'est même pas la vitesse grand V, quoi. Il va falloir mettre tous les moyens possibles. Dans le rapport de Copernicus, il montre aussi qu'en 2024, les catastrophes naturelles alimentées par le réchauffement climatique ont causé des pertes économiques qu'ils ont estimé à 310 milliards, enfin je ne parle même pas des pertes humaines, là j'ai pas le chiffre, mais que ce soit ce qui s'est passé à Valence ou ce qui s'est passé
à Mayotte, voilà, c'est des centaines de vies qui sont perdues parce qu'on n'a pas mis les moyens dans la prévention des risques, dans la préparation des populations. Alors, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que, notamment à Mayotte, quand vous avez un des départements les plus pauvres, qui est carrément sous-développé, voilà, l'impact des événements climatiques va être d'autant plus fort. Et puis surtout, en fait, ça va s'accentuer, en fait. Et on le sait depuis des décennies, quoi. On le sait en vérité depuis le début du XXe siècle. Les premières études, elles sont vraiment très... Je veux dire, c'est pas nouveau tout ça, en fait. Les gouvernements, les premières puissances, elles sont au courant depuis au moins pas les gouvernements, les grandes entreprises pétrolières, je pense que la British Petroleum, je crois, une des premières entreprises de ce type-là, dont certains services avaient fait déjà des études sur les impacts, sont vraiment au courant de l'impact négatif des industries fossiles, extractivistes, etc. depuis longtemps. Les gouvernements le sont aussi. Et en fait, voilà, rapport après rapport, je vous ai parlé de Copernicus. Vous avez... alors, je vais vous montrer celle-là. On enlève Copernicus. Voilà. Celle, du coup, c'est sur la France. C'est... tchouf tchouf. Faut que je retrouve le petit mot. Tchouf tchouf tchouf. Où est-ce qu'on en est ? Voilà, ça c'est Météo France. C'était dans la foulée de Copernicus, le 10 décembre dernier. Météo France publiait un rapport indiquant que la température moyenne pourrait augmenter de 2 degrés en 2030, 2,7 en 2050 et 4 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ils font tout un scénario où ils montrent que on va avoir, voilà, les périodes de canicule, etc., vont être de plus en plus fortes. Je crois que l'exemple, c'est qu'on va arriver, alors je ne sais plus lequel, je crois que c'est dans le scénario à 2 degrés, où en fait les températures en Île-de-France seront l'équivalent de celles qu'il y a dans le sud. Alors je n'imagine même pas dans le sud, ça va être encore pire. Donc ça, c'est un rapport qui a quelques jours et qui montre tous les scénarios, même les plus optimistes, montrent que il y a urgence, en fait. Il y a une urgence et il y a une urgence. Ouais, dans le chat. Et alors, ouais, du coup, excusez-moi, je parle, mais on va rebondir. Faudrait que toute la planète, nous arrêtions l'industrie pendant un moment pour faire basculer très fort d'un coup. Bah, en fait, c'est pas d'un coup, en fait. On peut pas arrêter d'un coup. Et puis il y a beaucoup de secteurs, il n'y a pas que l'industrie, il y a l'industrie du transport, mais par exemple il y a le transport routier, il y a le transport aussi maritime, on ne se rend pas compte, mais le transport maritime en fait participe énormément, et c'est notamment pour ça que on se mobilise contre les accords de libre-échange qui font traverser à toute la planète des marchandises qui font un grand déménagement du monde, parce que notamment c'est par les bateaux, par les gros containers qui sillonnent l'océan. Et donc ça a un impact très fort sur le réchauffement climatique, la pollution des mers aussi. Donc, en fait, c'est une réponse globale qu'il faut apporter. Nous, on parle notamment de planification. Je voulais y revenir. Il y a la question, voilà, du fret. En fait, sur tout un ensemble de secteurs, il y a la question de l'agriculture aussi. On ne se rend pas compte, mais l'agriculture, en fait, l'élevage participe aux émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on ne peut pas se permettre, la planète ne peut pas se permettre qu'on continue à vivre à ce rythme-là. Et c'est notamment pour ça qu'il faut développer les alternatives non carnées, parce qu'en fait, on peut pas continuer à produire autant avec, en plus, vous savez, la production des fermes-usines ou ce genre de choses, etc. Voilà, c'est un des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Vous avez... l'industrie numérique, on ne se rend pas compte, mais l'énergie que ça nécessite, les métaux, etc. En fait, tout ça participe à
à la crise énergétique et donc au dérèglement climatique et à tout un ensemble de ces problématiques. Trop de viande dans le tacos, ouais. Mais ouais, en fait, il y a je vais vous donner, je vais vous montrer un peu tous les travaux qu'on fait. En tout cas, voilà, ça c'est un point. En fait, là on voit ce qui se passe. Vous avez vu ce qui se passe à Mayotte. Il y a la conjonction à la fois de la situation particulière en archipel, enfin d'une île, mais où en fait rien n'est préparé pour faire face à ça, alors qu'on sait que ce sont des territoires qui sont particulièrement vulnérables. Pour votre information, il y a un an, lors de notre niche parlementaire à la France Insoumise, on a réussi à faire voter une proposition de résolution pour faire une commission d'enquête sur la prévention des risques dans les territoires d'outre-mer. C'est pile en fait le sujet qui concerne aujourd'hui Mayotte, c'est-à-dire que comment on fait pour anticiper, préparer, etc. Et bien, vous savez quoi, on a réussi à gagner ça. Et les macronistes, ils étaient tellement vénères qu'on ait réussi à gagner une commission d'enquête dans notre niche qu'ils l'ont complètement saboté avec l'aide de LR, de la droite LR. Les macronistes, c'est aussi la droite, mais on va dire, en gros, le bloc bourgeois s'est coalisé pour planter notre commission d'enquête. Peut-être que vous vous rappelez, à l'époque, c'est Jean-Philippe Nilor, qui est député de la Martinique dans notre groupe, qui avait porté et qui devait présider cette commission d'enquête. Ils l'ont éjecté. Et ils ont planté la commission d'enquête, en fait, qui n'a jamais poursuivi ses travaux. Et vraiment, ça, c'est particulièrement et du coup c'est d'autant plus abusé et hypocrite de la part y compris de députés comme Estelle Youssoufa, qui est députée de Mayotte, d'expliquer qu'en gros, bah, vous savez, hein, tout est de la faute de la France Insoumise, tout, même les ouragans, etc. Donc elle nous a tapé dessus pour faire bien, mais en disant, mais en fait, excusez-nous, collègues, mais nous, on avait anticipé ce genre de choses, on avait fait des propositions, et par ailleurs, ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir depuis 7 ans, et qui ne faisons rien pour Mayotte, à part voilà, la répression contre les migrants et migrantes des Comores. Mais cette politique-là, en fait, elle ne prépare pas les territoires à faire face aux événements climatiques, et elle n'aide pas à développer le territoire, etc. etc. Bref. Deux mots importants à retenir concernant il est autonome et exponentiel. Exactement. Enfin, il y a plein de choses super justes qui sont dites là dans le chat. Mais en fait, voilà, je voulais pas rester que là-dessus, mais effectivement, il faudrait une émission entière. On pourrait en parler. Donc, voilà, cette urgence-là qui est rappelée. Valence, il y a quelques semaines. Et on a vu, c'est plus près, parce que Mayotte... Ça a l'air d'être loin. Il y en a certains qui pensent même que c'est pas le territoire national. Je ne sais pas si vous avez entendu Bayrou cet après-midi. Ce mec, ça va être un festival assez... Enfin, bref. Je vous ouvre même pas sur Bayrou. En fait, il disait... Voilà, il a eu une expression, en fait, sous-entendant que Mayotte, c'était pas la France, quoi. Bref. Donc... Mayotte, c'est loin, c'est à l'autre bout du monde, etc. Même si c'est la France, mais Valence, c'est là, c'est l'Hexagone, voilà, c'est et on a vu en fait ce que ça a comme conséquence directe. Et on sait que ce soit les inondations, que ce soit les sécheresses, etc., le pays, il est déjà touché en fait. Donc là, le changement climatique, c'est pas quelque chose de lointain qui n'arrive que à d'autres pays, même si ce sont souvent les pays qui ont le moins contribué, qui sont le plus vulnérables, qui ont le moins contribué au réchauffement climatique, qui sont les premières victimes. Donc il y a aussi cette injustice climatique-là, qui explique aussi pourquoi il y a cette mobilisation au niveau des COP pour faire en sorte que les États riches qui sont responsables du dérèglement passé et actuel participent financièrement pour les réparations et la prévention. C'est où par rapport à l'île de la Guyane? C'est juste à l'autre bout, tu vois, c'est de l'autre côté. Qui c'est qui vous a mis ça dans la... Baleineau, ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment les macronistes. Vous vous rappelez, en fait, sur Mayotte, quand Macron avait fait cette blague horrible sur les kwassa, c'est les bateaux de fortune où les migrants
les Comoriens voilà, se noient dans l'océan. Je crois que c'est un des endroits après la Méditerranée où il y a le plus de morts en fait. Et lui, il avait fait cette blague, il venait juste d'être élu à Mayotte, on pêche plus de... Enfin, je sais plus, un truc horrible quoi. Je me rappelle plus l'expression, mais un truc bien raciste et bien horrible quoi, bref. Ouais, on se souvient des quoi ça. Bon, voilà, donc il y a ce point-là. Mais ce que je voulais mettre en lumière, justement, quand on voit l'énormité de ce qu'il y a à faire dans tous les domaines, et on a l'impression que c'est incommensurable. En fait, non, c'est pas incommensurable. D'abord parce qu'on a les moyens. Et c'est là où je voulais mettre en avant l'autre partie de ceux dont je voulais parler, écosocialisme ou barbarie, parce que vous savez qu'il y a un domaine, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, où les États ont été vachement à l'initiative. C'est la course à la guerre. C'est les dépenses militaires. Et c'est quand on met les deux choses en parallèle, on se rend compte que c'est vraiment un choix politique. Ces gens nous emmènent vers l'abîme en ayant conscience de tout ça, parce qu'ils savent tout ce qu'il y a en termes d'urgence et de risque, etc. Et ça concerne toute la planète. Il n'y a personne qui va s'en sortir du dérèglement climatique. Voilà, ça concerne tout le monde. Donc ils savent tout ça. Et par ailleurs, ils choisissent plutôt que de mettre toutes les ressources de la planète. On est une planète donc qui a plein de ressources et surtout on a construit des sociétés qui sont dans l'histoire humaine qui n'ont jamais été aussi riches, qui n'ont jamais produit autant de travail, produit autant de biens et ayant autant de capacités, y compris intellectuelles, de matière grise, etc. Mais là où les États mettent de l'argent, mettent de l'investissement, c'est pas dans la préparation au changement climatique, c'est dans les dépenses militaires. Alors, je vais vous citer l'Institut international de recherche. Ah, attendez, peut-être qu'on a ça. Le lobby. Alors, je vais fermer ça et je vais mettre le lobby. Ah non, ça c'était les lobbyistes. Je suis désolée, j'ai raté le... J'aurais dû vous mettre les lobbyistes à la COP. Ça, c'est les armes. Non, on va mettre celui-là. Je vous mets ça. Alors, le chiffre que j'ai, c'est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, en Suède, qui explique que les dépenses militaires mondiales ont battu un record en 2023 en atteignant 2443 milliards de dollars, soit 6% de plus que l'année précédente. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis 2019. La France, cocorico, on est content, est le deuxième exportateur mondial d'armes sur les 5 dernières années. Les dépenses militaires ont augmenté en Russie du fait de l'invasion de l'Ukraine, 24%. Les dépenses d'Israël ont augmenté de 24% à commettre le génocide. Et on note la plus forte augmentation en pourcentage par rapport au pays, c'est en République démocratique du Congo, où ont lieu aussi un certain nombre d'exactions qui depuis des années causent des milliers de morts. Mais on rappelle quand même qu'au palmarès, ce sont les États-Unis d'Amérique qui représentent la première puissance militaire en termes de capacité de budget. Ces dépenses militaires en 2023 sont nettement devant la Chine, donc ils sont à 880 milliards de dollars de dépenses militaires. La Chine à 309, quand même déjà, et la Russie à 126. Et ils disposent de plus d'1 million de soldats actifs. Donc, enfin, voilà, ça... c'est juste pour rappeler un peu et donc là on vous a mis donc les dépenses militaires des États-Unis d'Amérique à Israël, donc c'est très constant et très fort. Et puis surtout sur la dernière période, en fait, le génocide à Gaza, il est directement financé par les États-Unis d'Amérique, quoi. Et je vais vous mettre le second, c'est quoi? Ah oui, ça c'est intéressant aussi, c'est bien parce que il s'agit de notre pays, de la France, qui devient le deuxième exportateur d'armes. Et vous avez voilà la part, je pense que c'est assez intéressant de voir ça. Moi j'ai sur un deuxième écran du coup, mais j'arrive pas à bien le voir. Voilà.
Ouais, alors que ouais, c'est ce qu'il dit, est-ce que les ricains crèvent la dalle? Enfin, ils crèvent de toutes les manières possibles. Mais ils mettent plus d'argent à financer un génocide en ce moment que à aider leur propre population, quoi. Euh, alors, il y a Écorruptible qui me met une autre source. En tout cas, moi, les sources qu'on a eues, je vous dis, c'est celle qu'on vous a citées concernant la ref. Oui, Léo. Est-ce que tu veux que je mette les sources en lien? Bah ouais, si tu veux les mettre dans le chat. Merci, Léo. Les dépenses d'armement, la France, c'est les échos. Les échos du 11 mars 2024 qui la France devient le deuxième exportateur d'armes mondial. On va vous mettre le lien de ça. Et par ailleurs, voilà, sur le financement du génocide, c'est important de le rappeler. Attendez, excusez-moi, j'ai perdu ma... Pouf, pouf. Sur les armes, je vais vous le remettre. C'est bien de le dire aussi. Voilà. Donc l'ONG Human Rights Watch montre que les autorités israéliennes ont provoqué... Alors non, ça c'était sur les déplacements. Israël a obtenu de 1948 à 2023 plus de 158 milliards de dollars d'aide américaine, ce qui fait le principal récipiendaire du financement américain. Et je crois que les deuxièmes, c'est quand même l'Égypte, quoi. Et en un an de guerre, les États-Unis ont dépensé 22 milliards. Et je crois qu'ils... Ouais, c'est 100, mais c'est pour ça aussi que la revendication du cessez-le-feu, c'est pas juste un truc théorique. En fait, si les États-Unis arrêtent de financer Israël, en fait, ils sont plus en capacité en fait de massacrer des gens. Donc c'est vraiment, enfin, la responsabilité des États-Unis d'Amérique, elle est absolue en fait dans le génocide. Et ils devront s'il y a une justice internationale, l'administration Biden devra un jour se retrouver aussi sur le banc des accusés. Mais bon, ça, faut que nous on y arrive et qu'on change un peu la donne aussi à ce niveau-là, quoi. C'est important aussi de voir que en fait, l'administration Biden, elle a contourné le Congrès en faisant passer en mesure d'urgence en décembre dernier, enfin, et pas qu'en décembre dernier, plusieurs livraisons d'armes, quoi. Alors, je regardais un peu dans le chat, excusez-moi, il faut que j'apprenne à passer de l'un à l'autre. Les États-Unis... Alors, bon, je suis plus la conversation, mais ça cause. Bon, voilà, du coup, voilà, ça c'était quand même, c'est important de remettre tout ça en perspective parce qu'en fait ça c'est voilà, là aussi c'est un choix politique. Enfin c'est vraiment important de rappeler ça, quoi, parce que en fait, attendez, j'essaie de vous mettre ça, c'est quoi? Ah oui, on va le fermer et ça on l'ouvre. Et du coup non, c'est plus la carte. Il y a une carte qu'on n'arrive pas à voir. Mais c'est pas grave. Et bref, du coup, tout ça pour vous dire que moi, voilà, moi, je pense que ces deux dynamiques, ces deux phénomènes disent vraiment les visions du monde, les choix de société qui sont confrontés à nous. Et je reviens à la citation de Rosa Luxembourg, quoi. C'est vraiment écosocialisme ou barbarie, parce qu'en fait, la voie dans laquelle la France, l'Europe, les grandes puissances de ce monde sont en train de nous entraîner, c'est celui de la barbarie. C'est-à-dire, c'est la guerre généralisée. Parce que, y compris, c'est une composante, on parlait des États-Unis d'Amérique, mais l'industrie militaire
est une composante de l'économie américaine en fait. Ça alimente directement l'économie américaine. Et donc voilà, c'est un maillon essentiel du capitalisme états-unien. Et c'est pour ça qu'ils sont, plus leur domination économique se réduit, plus en fait c'est l'autre versant de l'impérialisme. Quand on parle de l'impérialisme c'est justement ça, la conquête des marchés par la diplomatie, voire la guerre. Et donc, c'est qui disait c'est qui, bien sûr, c'est Jaurès qui disait le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, quoi. Et ça fait vraiment partie à un moment donné, il faut aller récupérer des ressources, des terres, etc. ailleurs pour reconstituer du capital, etc. Et en fait, la guerre devient une expansion nécessaire. Donc en fait, il y a vraiment cette dynamique-là. Vous vous rappelez quand Macron parlait d'une économie de guerre, il l'a redit en plus. Moi, ça m'a fait tiquer. Je ne sais plus dans laquelle de ses dernières interventions. La question de l'économie de guerre, en fait. Il y en a plusieurs qui ont repris ça. Donc voilà, c'est vers ça. Et en fait, ça a un impact aussi sur la politique en France, la politique sociale, la politique démocratique, etc. Parce qu'ils sont obligés aussi de réduire les capacités de résistance, de réduire les capacités d'expression, parce que l'expression populaire, sociale, etc., elle dit, en fait, nous, on veut pas ça, en fait. Les peuples, ils vont pas, et même quand on lit dans les histoires, ils allaient à la guerre en chantant la fleur au fusil. En vrai, c'est jamais ça. Les gens, en fait, ils ont d'autres choses à faire que aller se faire tuer pour on ne sait quoi, etc. Donc voilà, il faut à l'intérieur aussi imposer plus de répression pour justifier les choix qui sont faits et alimenter y compris les divisions, notamment la question du racisme, parce que la question du racisme, elle a un double jeu à l'intérieur, en politique intérieure, dans les pays concernés, de trouver l'ennemi intérieur, etc. Mais permet aussi de justifier les massacres des peuples à l'extérieur. Et le génocide en cours à Gaza en est l'expression. En fait, c'est la déshumanisation. Comment c'est possible de pouvoir assister à un génocide depuis plus d'1 an en direct sur nos téléphones et que les médias dominants et la majorité des gouvernements des grandes puissances, en fait, ils participent, le justifient, voire le nient, ou alors le justifient, si ce n'est parce qu'il y a un tel niveau de racisme anti-arabe, anti-palestinien, anti-musulman, qu'en fait, ben voilà, il y a une déshumanisation totale. Et ça, c'est une des conséquences, en fait, de comment le racisme structurel, ce racisme structurel, comme d'autres formes de racisme à d'autres époques, ont permis de justifier des massacres, de justifier, voilà, d'occuper, de coloniser, et puis voire de génocider des peuples. Donc voilà, ça c'est la conséquence directe de ce qui est en jeu à une échelle nationale et internationale. Et la perspective, c'est un message, je sens pertinent à faire remonter. Bah oui, c'est vrai, Elio, je sais pas si tu as vu dans le chat, ils nous disent qu'il y a des messages qui sont plutôt pas mal et qu'on pourrait épingler. Je suis désolée, ouais. Bon, je suis partie dans mes trucs, mais je voulais vous dire quand même que pour nous, la perspective, c'est que faut une alternative à ça. Et c'est là la question de l'écosocialisme, comme les juifs ont été déshumanisés à l'époque, ouais. Parce qu'en plus, c'est de l'antisémitisme. Il faut se rendre compte que ça a été, en fait, dans l'histoire européenne, à quel point ça a structuré la constitution des États européens, en même temps qu'ils se constituaient sur la base de la colonisation, de l'esclavagisme, que le capitalisme a utilisé tout ça. L'antisémitisme, ça a été structurant, quoi. C'était un antisémitisme d'État. Et ça a été poussé au point au milieu du XXe siècle, en fait, alimenter et justifier un génocide, quoi. Et donc voilà, ça c'est un exemple, l'exemple le plus marquant de ça. Mais en fait, on est en train de vivre, je pense qu'on est vraiment en train de vivre une chose similaire. C'est pas la même chose, mais c'est similaire, effectivement. Et donc, mais
pour pas terminer quand même, pour pas rester sur un constat uniquement apocalyptique, etc. En fait, j'avais pas changé. Excusez-moi, j'avais pas remis ma grosse tête. Pour vous dire que, en fait, ouais, au milieu de tout ça, voilà, on a l'impression que voilà, la marche, elle est énorme, mais en même temps, pour moi, ça me donne encore plus de rage et de détermination, parce que, en fait, c'est juste insupportable, en fait, de voir qu'ils choisissent vraiment de nous envoyer dans l'abîme, plutôt que de faire ce qu'on sait faire, ce qu'on pourrait faire, parce que en même temps qu'il y a un diagnostic qui existe depuis des années, précisément sur le constat du niveau du dérèglement climatique, etc., ben en fait, on a aussi un diagnostic sur comment faire, comment préparer des sociétés, comment... Voilà, et ça dans tous les domaines. On sait que si on veut arrêter avec l'agriculture productiviste, on va devoir avoir je crois que c'est entre 300 000, on a besoin de 300 000 paysans et paysannes qui vont travailler à subvenir à nos besoins alimentaires. On sait qu'il faut réduire, par exemple, la question du transport aérien qui participe aux émissions de gaz à effet de serre. Donc on va devoir faire transitionner l'ensemble de ce secteur-là, parce qu'en fait, les personnes qui travaillent dans ce secteur-là, en fait, elles ont des compétences, elles ont des savoir-faire qui sont nécessaires à produire ce dont on aura besoin pour adapter nos sociétés. Donc en fait, tout ça, on sait, on peut prévisionner, on peut planifier, et c'est précisément nous ce qu'on défend à la France Insoumise, justement, quand on parle de planification écologique, de bifurcation écologique, de développer les énergies renouvelables, mais de tout ça, on a besoin de techniciens, d'ouvriers spécialisés, mais aussi, on a aussi besoin, par exemple, de chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, pour développer aussi d'autres formes de consommation, pour développer la sobriété énergétique. Donc en fait, il faut aussi changer les habitudes. Donc on a besoin de gens qui produisent aussi de la pensée. Donc c'est pour vous dire que ça va des choses très techniques à des choses plus idéologiques, philosophiques, etc., pour changer l'habitude, pour se déshabituer en fait de la publicité, etc. Donc en fait, on a tellement de choses à faire. On a besoin de tellement d'intelligence humaine, etc. Et c'est à ça qu'on devrait bosser, en fait. Et c'est à ça qu'on devrait mettre les ressources nationales et internationales. Donc, je vous montre là, en fait, les visuels de deux des livrets. Enfin, il y a le premier, c'est des livrets sur la paix pour une France indépendante et souveraine. Je vous invite à... Si tu peux mettre les liens aussi, Elio, du coup, des deux livrets. Où on explique justement, nous, la stratégie de non-alignement, d'indépendantisme, d'altermondialisme, voilà, changer et sortir, bon, notamment sortir de l'OTAN, parce que l'OTAN est aujourd'hui un instrument, c'était déjà dès le départ, on pourrait en revenir là-dessus, mais de impérialisme et qui vise à servir les États-Unis d'Amérique et leur projet impérial et militariste. Donc, et puis surtout, en fait, changer notre rapport occidentalo-centré, notre rapport d'ailleurs occidental, parce que l'Occident c'est une construction politique et idéologique, et puis voilà, avoir d'autres rapports avec l'ensemble des pays du monde, les pays de ce qu'on appelle le Grand Sud. Donc voilà, on développe pas mal de choses là-dessus. Sur la citation de Jaurès, voilà, donc on a mis le... Excusez-moi, en fait, je parle beaucoup, du coup, j'ai pas le temps de regarder toutes les remarques, même s'il y a des questions. J'ai même pas vu passer les questions. Peut-être qu'on en a quelques-unes auxquelles on peut répondre, qui nous ont été envoyées. Mais voilà, pour vous dire, d'un côté, on a une autre politique internationale. Moi, j'insiste là-dessus aussi parce que d'abord, on caricature beaucoup
nos positions en général, en particulier sur les questions internationales, mais je pense qu'on est une des formations politiques qui a une vraie vision internationale. On peut ne pas partager, mais en fait, on analyse les choses, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe dans des expériences de révolution citoyenne, etc. On regarde et on étudie ce qui se passe dans de nombreux pays. On a développé vraiment des relations, des réseaux, etc. qu'on construit. Et donc, on a une vraie vision au-delà des caricatures qui sont faites. Et puis, sur les questions de la bifurcation écologique, là, je vous ai mis des plans, parce qu'on a les livrets thématiques du mouvement, et puis on a ce qu'on appelle les plans, qui sont un peu la mise en pratique concrète de comment on va faire pour. Et là, c'est typiquement comment nous allons mettre en œuvre la règle verte pour la planification écologique. Et donc, c'est toute cette politique sur tout un ensemble de sujets. Vous verrez un peu tout ce qu'on développe dans cette stratégie-là. C'est pas décourageant d'être député LFI avec le badge permanent des médias. Disons qu'il y a les deux aspects. Il y a beaucoup de frustration. C'est pas tant décourageant que frustrant, parce que justement, on aimerait pouvoir répondre sur le fond, les confronter. Par exemple, je pense aux questions internationales. Vous avez vu, il y a eu une nouvelle série d'attaques contre Jean-Luc Mélenchon après la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et c'est une vieille polémique qui avait été lancée, donc notamment dans Mediapart, un truc horrible, c'était en 2012 ou en 2017, avec, je me rappelle encore le titre, c'est Mélenchon joue à saut de cadavre. C'était vraiment horrible. Bref, donc pour dire, on aurait été complaisant avec Bachar el-Assad, c'est juste, en fait, c'est juste dégueulasse, en fait. Bref. Donc voilà, vous voyez, c'est pas dégueulassant, c'est juste, en fait, moi, ça m'énerve, parce qu'en plus, sur ce sujet-là, on a été depuis toujours un militant individuellement ou collectivement en soutien notamment au peuple kurde dans la région. On a toujours été en soutien, et on est ceux qui avons écrit, analysé beaucoup les révolutions arabes des années 2010 en les appuyant. Jean-Luc Mélenchon dernièrement, et donc il a fait une note pour rappeler les prises d'opposition qu'il a eues en disant qu'il était toujours opposé à Bachar el-Assad. Il a signé des résolutions là-dessus, en fait, voilà. Et du coup, voilà, c'est la vieille ancienne où il t'explique que on aime les dictateurs parce que c'est lui-même un dictateur. Enfin bref, c'est le niveau zéro, et ça vient de gens qui se disent de gauche, en fait. Voilà, et qui ne comprennent pas qu'on peut aussi avoir, en ayant une solidarité avec les luttes des peuples, on peut aussi avoir des avis différents, par exemple sur le fait que tu es dans un contexte géopolitique. La question c'est, est-ce que tu es d'accord avec ce que Erdogan et la Turquie envahissent le Rojava? En fait non. Et notamment quand tu as les camarades kurdes qui expliquent qu'ils risquent de se faire massacrer, et donc ils pensent que l'intervention de l'armée syrienne à ce moment-là, sur ce truc précis, alors qu'ils sont sous la menace des Turcs, de l'armée turque, en fait elle est bienvenue. Et quand on t'exprime ça, alors quand Jean-Luc a eu son expression, c'était précisément sur ce point précis. Ça sortait pas tout d'un coup, on trouve génial que l'armée syrienne intervienne. C'était sur un point précis. Et en fait, voilà, à partir de choses très précises, très contextualisées, on va te faire tout le discours sur Jean-Luc Mélenchon, etc. Ouais, par exemple, voilà, ils vont jamais vous parler du fait que Assad a été l'invité d'honneur de Sarkozy en 2008. Je crois qu'il a eu la Légion d'honneur de Chirac, etc. Enfin, tu vois, c'est... Bref. Donc, c'est très frustrant, surtout quand ça vient de supposés gens de gauche, ou de journalistes de gauche, ou de médias de gauche, voilà, quoi. Souvent, qui sont vaguement un peu atlantistes aussi, hein, puisque oui, il a été très fort, Monsieur Bompard. Je ne sais pas quand, mais il est toujours très fort. Il est de plus en plus fort dans les médias, Monsieur Bompard. C'est vrai. Donc voilà, pour répondre un peu à ça, je réponds un peu longuement là-dessus, mais surtout sur les questions internationales, parce qu'en fait, en plus, non seulement c'est insultant pour les militants et militantes que nous sommes, parce qu'on est pour beaucoup des militants et militantes, souvent depuis des années, sur ces questions-là, sur la question de la solidarité avec les peuples. On a été dans des mobilisations, en fait, on était trop appelés, on n'a jamais lâché sur des trucs, et en fait, t'as des gens...
des journalistes de préfecture, de salon, etc., vont pondre des articles pour t'expliquer que voilà ta stratégie ou je sais pas quoi et te traiter de tous les noms. Donc voilà, ça c'est très 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 insultant et très voilà. Et en même temps, ben voilà, on sait aussi qu'ils nous attaquent et ils nous caricaturent parce que ben, on est celles et ceux qui non seulement avons une analyse claire, mais avons une stratégie qui a aussi un écho au niveau international. C'est l'autre dimension aussi, en fait, moi qui me donne aussi, en fait, le sens des responsabilités qui sont les nôtres. Voilà, sans se prendre pour je sais pas quoi, on n'en est pas à la troisième internationale, puisqu'on parlait de Rosa Luxembourg et de cette longue histoire-là révolutionnaire. Mais voilà, en fait, il y a plein de gens dans le monde entier qui regardent ce qu'on fait en France et en fait qui sont vraiment inspirés de ce qu'on fait quoi et parce que voilà on fait aussi la démonstration qu'une gauche radicale peut être en position de prétendre au pouvoir dans une des premières puissances la deuxième puissance européenne, parmi les premières puissances au monde, et voilà, sur une stratégie de rupture, etc. Donc il y a les deux versants, quoi. On sait qu'on est la cible parce qu'on est ceux qui remettent en cause le système, le militarisme, leur impérialisme. Et ouais, sur Bourdin, ouais, je crois qu'il était sur Bourdin, excusez-moi, c'est Chirac est allé aux obsèques du père Alassane, ouais, pareil, ces gens-là, ils ont... Bref. Et il y était ce matin, je crois, qu'il a fait Bourdin Manu. Et voilà, j'imagine qu'il a encore... Et ça dissuade les coups de boule direct. C'est sur l'intervention de Manu, c'est ça il a envoyé quelques coups de boule. Il a dit ça, grave. Il était pas, ouais, ils ont pas réussi à tirer. Ben, il a dû bien sentir parce qu'il a pas réussi à faire trop un bad buzz. Ben moi, vous savez, la dernière fois que j'étais chez Bourdin, ils avaient fait tout le buzz sur le Hamas, etc. Voilà, une autre qui a bien alimenté. Il s'est fait bombarder. C'est pas mal ça. Elle est pas mal celle-là. Ouais. Kylian Bompard. Ok, il débriefait tout à l'heure. Ouais, en plus, j'ai envoyé un message. J'ai vu qu'il avait été à Porte d'Aubervilliers là, faire du foot. C'est ma circo, c'est mon tiécar. Je dis, mais d'où tu sors le Marseillais là, à venir faire le kéké sur les terrains de FIV de les terrains de sport de Porte d'Aubervilliers. Bref, Bompard. Kylian Bompard. M. Bompard. Comme on dit. Et d'ailleurs, vous savez, c'est son pseudo @M. Bompard. En fait, bref. Donc, tout ça, c'était la minute fan groupe de Bompard. Je vois qu'il a beaucoup... Son seul point faible, il est trop fort. Non, mais c'est ouf, quoi. Vous êtes trop... c'est Team Bompard, quoi, là, dans le chat aujourd'hui. Ce soir. Le Hamas, vous condamnez le Hamas. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Ouais, bah en fait, ils sont insupportables. Voilà, c'est une stratégie politique quoi. Mais voilà, nous on tient parce qu'on sait pourquoi on se bat, on sait tout ce que je vous ai rappelé là, on est aussi voilà, c'est parce qu'on est des militants politiques et qu'on a une analyse politique et on sait le niveau, enfin quand vous voyez l'énormité de ce qu'est le complexe militaro-industriel, pas juste aux États-Unis d'Amérique, mais on pourrait parler de la France parce que quand même voilà, on n'est pas le deuxième exportateur devenu le deuxième exportateur au monde pour rien quoi. Donc voilà, il y a des intérêts. On a besoin de communicants qui ridiculisent les communicants. Ouais. Ben on a du beau monde quand même. On a Bompard, Guiraud aussi, il sait bien les tacler. Et voilà, on se déploie. Je trouve que j'essaie de penser à des meufs quand même, parce qu'on parle que des meufs. Comment elle s'appelle? Alma aussi, et je trouve qu'elle se débrouille bien. Elle arrive souvent à faire des bonnes séquences médias où elle leur tombe dessus. Rima, ouais. Rima, elle a moins fait ces derniers temps, mais en plus, enfin, voilà, tu m'étonnes, elle est palestinienne, alors tu comprends pourquoi donner la parole à des Palestiniens, hein, en fait. Bref. Ouais, mais en fait, on a vraiment du beau monde sur les médias et on mène la bataille, quoi. Parce que, y compris ce qu'on dit est entendu, et écouté et entendu bien au-delà de nos frontières. Et c'est aussi ça, en fait, je pense qu'on a en tête, c'est le sens voilà, des responsabilités qu'on a dans la période, quoi.
Euh, ouais, et puis on essaie de développer les médias, quoi. Euh, elle veut aller sur les merdias. Je sais pas qui veut aller sur les merdias. Ben non, personne n'a vraiment envie. En fait c'est un champ de bataille, quoi. C'est pas franchement, c'est une épreuve parfois physique pour celles et ceux qui vont faire par exemple, moi je l'ai fait au tout début, là, j'en fais plus parce que ils m'invitent plus sur ce genre de créneaux, mais quand c'est les créneaux genre 1 heure de débat sur un plateau avec des chroniqueurs, c'est physique, quoi, comme épreuve. Et donc, voilà, c'est pas quelque chose que tu fais de gaieté de cœur, mais en fait, c'est un champ de bataille politique, quoi. Donc, tu vas, c'est la guerre, quoi. Donc, tu mènes la bataille et ouais, c'est le calme de Nadège. Ah ouais, Nadège. Alors, moi, je suis pour faire une campagne pour qu'on voit plus souvent Nadège à Beaumongolie, parce que si vous la voyez à la fois en termes, elle est plus calme que moi, mais je vous assure qu'elle dégaine. Faut pas lui raconter n'importe quoi parce qu'elle balance des trucs et voilà. Je pense que les plateaux seraient mieux tenus s'il y avait du Nadège à Beaumongolie qui les recadrait. Voilà, c'est la reine du recadrage, Nadège. Elle est trop forte à recadrer. Et donc, ouais, plus de Nadège et moins de bergers, tiens. Plus d'Abo-Mongolie et moins de bergers, ça ferait bien du bien au paysage audiovisuel. Euh, Elle balance ses pantoufles. Qui c'est qui balance ses pantoufles? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, sur les punchlines. Moi, je dirais, ouais, c'est team Adrien, il est très fort. Adrien Clouet, sur les punchlines. Et Nadège, pareil, quoi. Donc, interpeller sur les hâtes, là, mettez des hâtes à BFM en disant on veut Nadège à Mongolie. Puis ça changera aussi, ce sera un peu plus polychrome là, parce que c'est souvent très monochrome les plateaux. Il y a ma vieille grosse tête de temps en temps ici ou là, mais en fait voilà, c'est très. Bref. Donc plus de Nadège à Mongolie, je vous assure, elle, fait, elle va te les. Tous en PLS au bout de 5 minutes, ils vont juste arrêter de faire Yesh parce que elle va te les calmer direct. Euh, ah oui, leur mère qui balance des pantoufles. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais, je vois. Exactement. Euh, Bref, donc voilà, du coup, on en est arrivé à parler des médias, mais du coup, Daron Power. Chelsea. Tout à fait. Ah oui, en plus, c'est une daronne. Putain, elle va me tuer quand elle va savoir que je l'affiche. Mais c'est une daronne en plus. Est-ce qu'elle n'est pas grand-mère Ah non, c'est pas elle qui est encore qui est grand-mère. Mais c'est une daronne. Elle est toute menue petite et tout. T'as l'impression, mais c'est une daronne. Ces mômes, ils ont 20 ans, quoi. 20, 25 ans et tout. Donc, tu blagues pas avec la daronne, quoi. Non, non, c'est pas Nadège. C'est. Comment elle s'appelle? C'est Farida. Oh, putain, oh là là. J'allais dire, putain. Je vais pas commencer à raconter la life des collègues. Mais Front des mers, j'y crois, voilà. Voilà. Et c'est comme. Tu vois, Farida, c'est la grand-mère, et c'était Rachel, la tata. Tata, tata kéké. Elle te calme direct. Bah écoutez, Zaya, après, ouais, après il y en a d'autres, mais du coup, on a de quoi faire dans la famille insoumise et pour recadrer du monde. Et je pense que ça ferait beaucoup de bien aux médias de se faire recadrer direct par des insoumises et des insoumis. En tout cas, voilà. On mène cette bataille-là. Et puis voilà, je voulais vous parler un peu de ça, finir l'année, parce qu'en fait, c'est la fin de l'année. C'est la fin de la session, là, parce qu'en fait, la fin de la session. Donc, c'est pas la fin de la session, mais on va avoir une suspension. Une suspension de la session parlementaire. Aujourd'hui, vous avez vu, il y avait eu les. Nadège. On va faire pleurer les faf. Ouais. Salut Viciane Musique. Bonne continuation.
Ah, c'est mieux que chez Léoman, vas-y, je vais lui dire merci, Vinciane. Bon, il a plus de bouteilles et il sait bien mieux faire bouger les slides que moi, mais écoutez, c'est chouette en tout cas. Voilà, je me dis, on va essayer de faire ça une fois par mois et vous allez voir à la troisième, ça roulera comme sur des manettes. On va arriver à bien mettre les choses où il faut. Mais déjà, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Je sais me servir, tu vois, transitionner et tout. Je suis très fière. C'est grâce à Elio, encore une fois. Comme d'habitude, on n'arriverait à rien sans notre équipe. Et puis, et Elio, il a fait plein de, de, de beaux, comment on appelle, belles scènes et tout ça. Il nous a fait des trucs bien nickel. Et donc voilà, je vous racontais que ben là, en fait, aujourd'hui, avec les questions au gouvernement, les questions au Premier ministre. Oh, mais vous avez vu les questions au Premier ministre? C'était quand même. Moi, je pense que ça va être un festival. Ce mec-là, il va être. Enfin, je me dis, je parle même pas de l'histoire de Pau, le mec. Enfin, il est tellement hors sol, en fait. C'est un mec, en fait, de toute sa vie, il a toujours été un assisté de la République. Faut quand même le rappeler, quoi. Ce mec, je pense qu'il a. Il y a un demi-siècle, quand il a commencé la politique, il est rentré tout de suite dans un cabinet ou un truc comme ça. J'ai pas vérifié son Wikipédia, mais en fait, et en fait, je crois qu'il ne, il comprend juste pas quoi. Ou alors il vit dans un monde où tu te dis, mais c'est pas possible. Vous avez entendu la réponse qu'il a fait à Mathilde Panot sur enfin, bref, tout ça pour vous dire, je pense que ça va être un festival et que il va pas durer très longtemps. Enfin, il, il va pas survivre à plus de 2 QAG, c'est pas possible quoi en fait. Il va être. Bref, tant mieux, parce que nous, notre objectif, vous savez, c'est de le censurer. Le plus tôt sera le mieux. C'est vraiment ça la ligne. Ouais, en fait, Bayrou, il a donné des. Ouais, non, mais c'est vrai, en fait, il est vraiment, vraiment, vraiment mauvais, quoi. Euh, Winter is coming, exactement. Donc, nous, l'objectif, c'est censure Barnier, vous savez, parce qu'en fait, Barnier, c'est un peu le fusible. C'est un faux. C'est un fusible. Bayrou. Je dis Barnier, mais voilà, si ça fait Bayrou, ouais. C'est un fusible défectueux parce qu'en fait, le principe du fusible, c'est qu'il saute pour préserver le circuit, en fait. Le problème, c'est que une fois qu'il aura sauté, c'est l'antifusible d'une certaine manière. Une fois qu'il aura sauté, en fait, ça expose tout le système et ça expose le problème depuis le début, c'est-à-dire Macron. Donc, on va voir combien de premiers ministres avant de dégager Macron. Mais moi, en fait, je pense que déjà, on en a dégagé un. Et il s'y attendait pas, quand même. Si on dégage Bayrou, c'est moi, je vois pas comment il re-essaie à nouveau de nous ressortir. À moins qu'il appelle Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ou quelqu'un du NFP. Mais en fait, voilà, il n'y a pas de raison qu'il entende raison. Mais et il y a surtout des raisons pour que toute la classe dirigeante, les Bernard Arnault, etc., tous ces gens-là qui ont tout fait pour empêcher que le NFP gagne, qui ont tout fait pour empêcher qu'on soit appelé à Matignon, bah, ils vont lui dire de dégager, quoi. C'est pas possible. Si on fait sauter Bayrou, c'est-à-dire qui est-ce qui lui reste pour mettre là? Je veux dire, s'il en a été amené à même pas avoir le choix, parce qu'il paraît que Barnier lui a fait un coup de pression, je veux dire, déjà te faire mettre un coup de pression par Bayrou, de faire mettre un coup de pression par Bayrou, faut le faire quand même. Tu vois le personnage. Donc, s'il en est à ce point-là, mais qui c'est qui va sortir pour pouvoir aller faire le troisième Premier ministre avec encore moins de députés? Donc moi, je pense que vraiment, l'histoire des films vendus sur clé USB, ah oui, je sais pas du tout de quoi il s'agit. Voilà, Le Pen vient de dire qu'elle se préparait à la présidentielle anticipée. Ben, on va voir. Peut-être pas la première, parce que la première, c'est un truc a priori. Mais en tout cas, puisque le débat va reprendre sur le budget, il y a peu de raisons d'imaginer qu'ils changent significativement leur positionnement. Nous, on va batailler, on va à nouveau faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire faire un budget qui réponde vraiment aux aspirations des Français et des Françaises et qui fait peser l'effort sur ceux qui en ont les moyens. Et ça ira pas avec les macronistes. Donc,
Donc ouais, il passe pas, il devrait pas non plus passer l'hiver, quoi. Donc, et une fois que, si on fait sauter un deuxième Premier ministre dans la foulée, là c'est historique et je vois pas comment Macron tient. Donc il y a vraiment Barnier censuré, ça veut dire que Macron, il va être dégagé. Il va être dégagé notamment par les soutiens et les gens au service desquels il fait sa politique depuis 7 ans et qui vont dire, bon, en fait, ça suffit. On préfère tester l'option Attal ou tester l'option Darmanin ou tester l'option Le Pen. Hein. Ils peuvent aussi avoir ce truc-là de se dire, arrêtons les frais avec Macron et on met quelqu'un ou quelqu'une qui va nous gérer le truc pop, 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 tranquillou, quoi. Mais c'est compté sans les insoumis, sans la force populaire qu'on représente. Et donc, voilà, nous, on est prêts, comme on l'a dit, comme on l'a expliqué. On est prêt à tout. Est-ce qu'il peut être en train de mettre des PM fusibles pour épuiser le nombre de motions de censure spontanées En fait, je pense pas qu'il est... D'abord, je suis pas sûre qu'il puisse mettre autant de premiers ministres que ça. En fait, ça va devenir un gag, quoi. Enfin, c'est pas possible de... Déjà, en avoir fait sauter un, c'est ce que je disais, c'est énorme. Donc, dans tous les cas, sur le budget, à un moment donné, il va falloir voter un budget d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça va, soit ça passe parce que en fait les fascistes en fait se couchent, parce que en vrai c'est ça, c'est que si votent la censure, c'est eux qui peuvent faire basculer, soit ils se couchent et donc c'est encore, on est dans une autre chose, ça veut dire que clairement ils font alliance avec le bloc bourgeois et donc là on est nous la seule véritable opposition. Et soit si ils veulent pas sortir du bois tout de suite parce qu'en vérité ils sont quand même les alliés au service du capital, ça veut dire que à moins de changer complètement de braquet ou de céder sur des choses quand même significatives, je vois pas comment ils arrivent à passer le budget avec le peu de majorité qu'ils ont en fait, les macronistes. Donc après, Macron peut se saisir de l'article 16, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a les instruments. De toute façon, on est dans une 5e République qui donne des pouvoirs au président qu'il peut utiliser. Et je pense qu'il va, voilà, il a les instruments qu'il veut. Mais après, en fait, la question, d'une certaine manière, mais nous, ce qu'on dit, et si vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dernièrement, notamment dimanche dernier, je crois que c'était sur M6, il disait, mais en fait, la solution la plus simple, la plus rationnelle, à un moment donné, tu peux tourner dans tous les sens. C'est en fait de redonner la voix au peuple. Parce que, je veux dire, tu vas te prendre la tête, y compris pour lui. Vous savez, il y a il peut tenter un truc pour pouvoir se représenter. Vous savez, il y a la possibilité, ou en tout cas, essayer d'utiliser la Constitution pour ne pas finir son terme et pouvoir se représenter. Parce qu'il y a eu une jurisprudence, là, dernièrement, sur l'Assemblée de Polynésie, et qui pourrait lui permettre de faire ça, de dire, bon, puisque je suis pas allé à mon terme, je peux... Alors, tout ça, c'est la politique fiction, mais en tout cas, ce qui n'est pas une politique fiction et qui devient de plus en plus quelque chose qui est repris au-delà de la France insoumise, c'est le fait qu'il faut qu'il démissionne, quoi. Parce que le problème, c'est lui. Et que au plus tard, là, dans la période, si après avoir fait censurer un deuxième Premier ministre, il démissionne pas, et où on n'arrive pas à remettre la question de la destitution pour aller à son terme, en gros, il a jusqu'à juin prochain. Parce qu'en fait, la prochaine étape, si c'est pas lui qui démissionne, il est obligé de redemander de redissoudre l'Assemblée. Parce qu'on peut pas, avec les équilibres actuels, c'est pas possible de continuer avec une Assemblée aussi instable. Donc, voilà, revient à la question de redonner la voix au peuple. Et ce qu'on a réussi à faire une fois, moi je pense qu'on peut refaire une deuxième fois avec encore plus de force et en ayant vraiment, du coup, en ayant une majorité encore plus forte par la mobilisation. On a fait la démonstration qu'on était en capacité d'avoir des budgets, des bons budgets au service du peuple, etc. Donc, bref, vous en faites pas. Nous, on se prépare à tous les scénarios. Présidentielle anticipée, nouvelle législative, ou 2027, s'il faut attendre jusqu'à 2027 avec des municipales avant,
on se prépare à tout et surtout on se prépare et on espère préparer avec les gens les mobilisations sociales. Parce que vous savez, le truc dont on n'a pas parlé là, dans les scénarios, et l'élément qui peut faire la bascule aussi, c'est s'il y a du monde qui se mobilise. Si les luttes d'opposition au licenciement, de revendication sur les salaires, sur la jeunesse étudiante, sur voilà, tous les secteurs là qui ont de quoi en fait se mobiliser là, commencent à se mobiliser, on a eu une mobilisation intéressante ces dernières semaines de la fonction publique avec des taux de grève importants. S'il y a quelque chose qui joue là, alors là, je vous assure, l'instabilité d'une part et la mobilisation de l'autre, il ne peut pas tenir. Là, vous imaginez en fait un moment comme ce qu'on a connu au moment des Gilets jaunes dans la période actuelle. Voilà. Alors vous êtes sûr que ça, c'est pas la recette, mais en tout cas le cocktail explosif qui le dégage, quoi. Donc c'est aussi ça qu'il faut préparer, c'est la résistance sociale, économique, c'est la résistance démocratique, c'est les mobilisations. Et on se prépare aussi à ça. Et on prépare aussi ça. Il faut inonder de cartes postales demandant sa démission. On peut faire ça aussi. Mais je pense qu'il faut surtout se mobiliser avec les salariés en lutte, avec les locataires en lutte, avec la jeunesse en lutte, avec les mouvements écologistes en lutte, avec les mouvements antiracistes en lutte, parce que c'est ce rapport de force là aussi qui fera la différence du climat dans lequel on est, quoi. Y compris au moment où il démissionne, où il est destitué. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je parle de destitution en Corée du Sud. Ils ont fait à plusieurs fois, ils ont fait un processus, etc. Il y a eu l'annonce d'une grève générale et c'est ça qui a mis la pression à ce point-là. C'est un peu l'équivalent de l'article 16. Il y en a qui parlent là de l'article 16. S'il utilisait ce genre de mesures, enfin voilà, il faudra être au niveau de maturité et de résistance politique du peuple sud-coréen pour répondre à ce niveau-là. Mais vous voyez bien la conjonction de la crise institutionnelle d'une part et la mobilisation dans la rue, quand ils ont commencé à défiler, etc., à dire qu'ils allaient faire, voilà, le mec il tient pas. C'est ça qui a fait basculer le vote, y compris en faveur de la destitution du président sud-coréen. Donc c'est ça c'est tout ce que je nous souhaite. Ouais, on va regarder l'expérience en Corée parce qu'on a des contacts notamment au niveau des syndicalistes. Enfin, il y a vraiment une tradition très forte, très structurée du syndicalisme. Et donc, on a des choses à apprendre du coup de ce mouvement-là, de cette mobilisation-là. Donc voilà. Écoutez, ça fait quoi? Ça fait une heure et demie là qu'on est sur la petite causerie, la petite causette, comment on va appeler ça, la causerie, notre petite causerie. C'était gloire aux assistants parlementaires sud-coréens. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai, c'était les assistants qui ont permis de faire entrer les députés. Non mais vous voyez, enfin voilà, c'est les assistants et les personnels de l'Assemblée aussi. Je sais pas si vous avez suivi, mais on en avait parlé un peu nous sur nos réseaux. Il y a des personnels de l'Assemblée qui se mobilisent aussi parce qu'une partie sont contractuels. Voilà, ça fait partie aussi de la privatisation de la démocratie ou du fonctionnement des institutions démocratiques là, entamées par les macronistes. Et ils se mobilisaient pour justement qu'ils aient un statut plus protecteur, ils soient titularisés parce qu'ils font un travail extraordinaire. Et en fait, ce sont les petites mains entre guillemets de l'Assemblée. Vous pouvez vous assurer que dans des moments voilà, de forte mobilisation, etc., ces gens-là, ils sont cruciaux en fait, parce que c'est eux qui font la différence entre voilà, ouvrir ou pas l'Assemblée pour permettre que l'opposition puisse aller voter. Enfin voilà, l'histoire, elle est faite aussi de ça, quoi. Et l'histoire, elle est faite des invisibles, mais qui font toute la différence dans les moments de bascule et qui les font basculer. Le personnel de l'Assemblée nationale ferait pareil. Écoutez, ça, y a eu, je crois qu'il y a eu des moments dans l'histoire comme ça où c'est des gens qu'on n'imagine pas, qui sont plutôt justement cruciaux pour, je sais pas, ouvrir tel endroit, etc., qui connaissent mieux que tout le monde
tel passage de l'Assemblée et tout. Alors, je sais pas où on est parti là sur la prise du Palais Bourbon. On est en mode prise du Palais Bourbon, du coup. Bref, donc pour dire, en fait, tout le monde a un rôle à jouer là dans les luttes à venir. Et on va avoir besoin de tout le monde pour tout changer, pour transformer, pour réparer. Et donc, pour finir, parce que sinon, je peux parler comme ça encore pendant des heures et on va tous s'endormir devant les écrans. Mais voilà, donc pour vous souhaiter une bonne fin d'année, là. Et j'espère que tout le monde pourra prendre du temps pour aller se reposer parce que va falloir de l'énergie, hein, et ça va pas se calmer en 2025, ça va même, je pense, s'accélérer, et qu'il faut que tout le monde soit prêt, chacun à son poste de combat, dans son boulot, dans sa ville, dans son quartier, etc. Et vous pouvez, comme toujours, compter sur les insoumis et les insoumises, que l'on soit à l'Assemblée nationale, députés, assistants et assistantes parlementaires, ou des militants, ou les camarades syndicalistes, etc., pour mener la bataille. Et donc, voilà. Écoutez, merci à vous d'être passé sur ce Twitch. À la prochaine, je vous assure, ça va rouler tout de suite, le son, le chat et compagnie. Et on va s'en faire une en janvier. Comme ça, on garde le rythme mensuel. Et puis vous me direz... vous pouvez nous envoyer sur les réseaux. Alors, je ne sais pas si sur Twitch, si vous pouvez mettre des messages sur Twitch. On peut nous envoyer des messages sur les sujets que vous voudrez de quoi on voulait qu'on discute, qu'on papote à la prochaine. Je pense qu'on mettra une story Instagram plutôt, ce sera plus pratique que la messagerie Twitch qui est un peu compliquée. D'accord. Donc Elio me dit qu'on mettra une story Insta. Donc si vous ne suivez pas encore sur Instagram, suivez-nous pour nous mettre des messages sur ce sur quoi vous voudriez qu'on discute. Pour des idées, moi ce sur quoi on peut discuter, par exemple, les sujets de la commission des lois. Vous savez, je suis membre de la commission des lois constitutionnelles, comme Antoine Léaumont, voilà, comme Antoine Léaumont. Donc on peut parler de justice, de police, de voilà, comment fonctionne la commission, qu'est-ce qu'il y a, etc. On peut parler de ça, on peut parler de la France Insoumise, le mouvement de la France Insoumise. Là, on est sorti de notre assemblée représentative. Moi, j'aimerais bien parler, peut-être qu'on fera un tour sur la France Insoumise, parce que j'en ai tellement marre qu'on dise pique-pendre de ce mouvement. Et là, on a fait une assemblée représentative qui était vraiment super, quoi. Les copains ont participé, ont produit, on a vraiment fait un bon travail, je trouve, et qu'on n'en parle pas assez. Donc je veux mettre aussi en valeur l'expérience du mouvement de la France Insoumise, qui est particulier, qui est pas parfait, qui a des limites. On pourra en parler d'ailleurs, hein, des limites, y compris dans la forme du mouvement, dans la question de la représentation politique. Il y a plein de choses, hein, mais franchement, voilà, c'est une expérience politique qui vaut la peine qu'on en discute de manière un peu plus sérieuse, et même en étant très critique. Donc on pourrait parler de ça si vous voulez. Dites-moi ce que vous voudriez, passer par n'importe quel canal social, Insta ou Insta. Elio a dit Insta, donc on va faire sur Insta. Et on en discute du coup l'année prochaine, en 2025. À quand Nadège et Daniel dans la base? Demandez à la base. J'ai toujours pas été invitée. Je vais bientôt être vexée d'ailleurs, la base, hein, si vous nous entendez. On attend l'invitation. Et ce serait super de faire un plateau avec Nadège. Mais moi, je veux voir Nadège sur BFM. J'en ai marre. On a élu à l'Assemblée nationale la première femme noire qui est au perchoir. Je veux pas juste la voir au perchoir, je veux la voir sur tous les plateaux. Donc on va faire une stratégie pour avoir Nadège à la base, bien sûr, la base c'est très bien, mais moi je veux la voir, je veux la voir partout, Nadège. Donc Al-Qaïda, c'est la base. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire, peut-être que la prochaine, on fera avec d'autres, peut-être qu'on pourrait inviter Nadège la prochaine. Faut qu'on se rende encore un peu, parce que là déjà on commence à peine à arriver à se poser, à faire les choses. Donc on fera peut-être un crossover avec Léaumont, ou une invitation, un truc
avec Nadège. Non, quoique la dernière fois, on avait fait avec Thomas, non? Ouais. Thomas, on avait fait un direct en direct de New York avec Thomas. Donc on pourrait faire un truc avec Nadège, ce serait chouette. On papotera et tout. Vous allez voir, elle est fantastique, Nadège. Si vous la suivez pas déjà sur les réseaux, allez-y. Vous allez voir comment elle recadre. Ça fait du bien. Bon, les amis, camarades et autres, merci beaucoup d'être restés avec nous cette heure et demie. Et moi, j'aime bien Twitch, en fait. Je vais continuer, du coup, j'aime bien. Je vous aime bien, vous êtes sympa et tout. Et, et donc, on se voit sur Twitch, en tous les cas, dans un mois, en janvier. Peut-être qu'on va se croiser là sur la fin de la semaine, ici ou là, si vous êtes côté 18e ou 19e. Et vous allez dans les fêtes de fin d'année et autres. On se croisera peut-être, en tout cas, j'espère. Et puis, bonne fin d'année à tout le monde. Profitez-en si vous le pouvez. Et préparons ensemble les prochaines victoires. Parce que quand même, se rappeler, cette année, on a gagné. On a montré que c'était possible. Je répète toujours ça, mais ça n'arrivait pas souvent. C'était pas attendu. Et voilà, et la prochaine, du coup, elle va arriver bientôt, quoi. La prochaine victoire, en tout cas, on a intérêt. En tout cas, on n'a pas le choix. Donc, on est là pour ça, et on est au meilleur endroit pour le faire. En tout cas, je pense que si vous êtes syndicaliste, militant politique, associatif, etc., ben voilà, vous êtes là où il faut être. Et voilà. Bon, merci à tous, et ben, à bientôt. À bientôt dans la lutte, à bientôt dans la résistance, et à bientôt après la prise de pouvoir pour changer tout ça. Voilà.